Petite réflexion. À votre avis, quel est le point commun entre Ayrton Senna, Michael Christensen, René Rast ou encore Dane Cameron? Je sais, la comparaison, elle est improbable. Ne me brûlez pas en commentaire, s'il vous plaît. Ce sont tous d'excellents pilotes de leur domaine, mais vous le savez, le pilote, ça ne suffit pas. Il faut aussi la bonne voiture, sinon ça reste quand même compliqué de gagner. Donc il faut toujours avoir la bonne association entre le bon pilote et la bonne voiture. Et une voiture de course, c'est très compliqué. Non, vraiment, c'est très compliqué. Il y a des pièces, il y a des réglages, il y a plein de trucs. Et aujourd'hui, je vous propose de vous attarder sur un élément de la voiture qui est l'élément principal en fait, même si on ne le voit pas, c'est le châssis. Et plus précisément, on va s'intéresser aux entreprises ou aux boîtes, appelez ça comme vous voulez, qui construisent des châssis. Et certaines d'entre elles sont là depuis plusieurs dizaines d'années, il y en a d'autres qui sont plutôt récentes en fait. Alors avant de commencer, on va consulter un pote à moi qui s'appelle le dictionnaire, on va prendre la définition telle quelle du châssis dans le dictionnaire. Donc dans le dictionnaire, on a la définition suivante: structure rigide destinée à supporter les organes d'une machine ou d'un véhicule, notamment les organes mécaniques, la carrosserie, les sièges, etc. Alors c'est cool parce que la définition elle dit tout sans vraiment rien dire, parce que qu'est-ce qu'il faut retenir finalement de cette définition? C'est que, en fait, le châssis, c'est un peu la colonne vertébrale de la voiture. C'est le châssis qui va relier tous les éléments qui sont nécessaires à la voiture pour rouler. C'est aussi le châssis qui va permettre que la voiture puisse se mouvoir un minimum correctement, voire même avec de la performance. Ce qui veut dire que vous aurez beau avoir le moteur le plus puissant du monde, si le châssis, il est claqué, la voiture, elle est claquée. Est-ce que c'est une attaque directe envers Ferrari F1? Bisous à mes tifosi. En vrai, tu pourrais transposer cette réflexion à n'importe quel organe de la voiture. Le problème d'un mauvais châssis, c'est que ça va aboutir à une voiture qu'on va qualifié de mal né. C'est souvent très compliqué de rattraper un mauvais châssis avec les autres organes de la voiture, voire dans certains cas c'est quasiment impossible. Et ça peut rapidement provoquer des maux de tête aux personnes qui ont été désignées pour régler la voiture pour qu'elle fonctionne bien. Après il faut faire la différence entre une malfaçon et un parti pris. Certains constructeurs de châssis choisiront d'avoir un châssis qui est fort dans certains domaines et un peu plus faible dans d'autres, puisqu'en fait c'est la philosophie globale de la voiture qui va faire que le châssis fonctionne. Il y a un exemple qui me vient comme ça, par exemple dans le cas de la R8 GT3, la R8 LMS GT3. Alors il paraît que c'est une voiture qui est relativement simple à prendre en main pour les nouvelles personnes qui viendraient à rouler dessus, et qui devient une horreur à régler quand il faut aller chercher le dernier dixième. Donc en gros, facile de prise en main, on s'adapte vite, on apprend vite, et quand il faut aller chercher dans les derniers retranchements de la voiture, c'est là où ça devient très compliqué de faire fonctionner la voiture. Mais les équipes qui utilisent des Audi en compétition le savent, c'est un parti pris, on fait avec, c'est la philosophie de la voiture, c'est comme ça. Ça lui empêche pas de bien fonctionner, ça n'empêche pas d'avoir de bons résultats, ça n'empêche pas à la Audi d'être une voiture relativement populaire dans les équipes clientes, mais il y a ce parti pris. En tout cas, de ce que j'ai compris. Mais comme dans cette vidéo, on doit parler des constructeurs de châssis et que je me suis déjà un peu trop étalé sur le châssis en lui-même, je vous propose une courte présentation de quelques constructeurs de châssis. On va en faire 4, 5, 3, 4, je sais pas, on va voir. Et comme on est en France et qu'on est un peu chauvin, on va commencer par un constructeur français, Oreca. Alors à la base, Oreca, c'est une équipe de course avant d'être un constructeur, et Oreca en fait ça veut dire quelque chose. L'acronyme d'Oreca c'est Organisation, Exploitation, Course Automobile. Fais ce que tu veux avec ça. Oreca s'est fondé en 73 par Hugues de Chonac, et Oreca est responsable d'avoir mis à la lumière du monde entier nos talents français, nos grands pilotes français dont on est fiers aujourd'hui. Pour citer quelques noms, on peut avoir Alain Prost, Jean Alesi, Yannick Dalmas, Jacques Lafitte, René Arnoux, Yvan Muller, il y en a encore beaucoup, vraiment beaucoup. Mais Hugues de Chonac, un jour, parce qu'il a l'opportunité de le faire, va se dire j'aimerais bien construire mes propres voitures, donc il va racheter Courage Compétition, comme ça il va prendre les billets, il va dire ça marche. Et c'est comme ça qu'Oreca en fait se met à construire ses propres châssis. Alors le statut d'Oreca, il est un peu particulier je trouve, puisque le mot constructeur de châssis, il est pas trop approprié, puisqu'en fait ils en ont un dans leur catalogue actuellement, hein. Donc c'est le seul châssis qui est estampillé Oreca, donc voilà, il y a le nom Oreca dessus. En fait l'essentiel de leur réalisation se font à travers du consulting, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, des marques qui requièrent les services d'Oreca pour mettre au point des voitures. Donc alors vous imaginez pas le nombre de voitures qui ont été conçues en partenariat avec Oreca, mais il y a juste pas écrit le nom dessus en fait. Pour vous donner un petit exemple, le retour de Toyota en endurance avec la TS 010, si je dis pas de bêtises, bah c'est Oreca. Alors que sur la voiture, il y a écrit Oreca nulle part. Mais Oreca fait beaucoup de choses comme ça, beaucoup de consulting, travaille énormément de marques, à tel point qu'en fait, dans certaines courses, vous avez l'impression qu'il y a plein d'autres marques et plein de voitures différentes qui se battent entre elles, alors qu'en fait, c'est juste Oreca, que Oreca. Donc dans leur catalogue actuellement, le bébé d'Oreca, c'est l'Oreca 07, qui est une véritable machine à gagner, puisqu'aujourd'hui, en endurance, il y a quasiment que ça. WEC, quasiment que des Oreca. ELMS, ALMS, IMSA, quasiment que des Oreca, partout. En fait, les équipes ne veulent plus rouler que des Oreca parce que c'est ça qui gagne, c'est ça qui va vite, c'est ça qui est performant, au point de totalement délaisser les autres constructeurs qui proposent aussi des LMP2, on va en parler un petit peu plus après. En tout cas, l'Oreca 07, c'est vraiment le fleuron et le symbole de la maîtrise d'Oreca en termes de construction de châssis. Parce que mine de rien, l'Oreca 07, elle a 6 ans, puisqu'elle est sortie en 2017 exactement, et en 6 ans, elle n'a jamais vraiment été menacée par n'importe quelle autre voiture de type LMP2, sachant
sachant qu'aujourd'hui, à ma connaissance, on en compte au moins 3, Oreca inclus, et j'aurais même tendance à dire 4. Et en fait, même pas notre autre fabricant français a réussi à menacer Oreca, et là c'est une transition incroyable, puisque tout de suite on va parler de ce constructeur français qui n'est autre que Ligier. Je vais certainement rappeler des bons souvenirs aux fans de Formule 1 de la première heure, mais à la base, Ligier, c'est un monsieur, Guy de son prénom, qui était un ancien pilote de Formule 1, qui a couru en 1966 et en 1967. Et après son court passage en Formule 1, il décide de fonder Ligier. Le bonhomme ne s'est pas foulé, mais ça marche. Et pour la petite anecdote, avant de faire des voitures, en fait, il faisait un peu tout. Il avait une entreprise de BTP, qui faisait du travaux publics, construction de routes, de ponts, aménagement de voiries, bref, le mec faisait du BTP. Mais on va revenir aux voitures. Alors en 76, Ligier s'engage en F1 et restera quand même 20 ans, jusqu'en 96 à peu près. Je vous la fais très courte, mais monsieur Guy finira par céder Ligier à Alain Prost, c'est grossièrement résumé, et c'est ça qui permettra à Alain Prost de fonder Prost GP à la fin de sa carrière. Et Ligier aura aussi son lot de grands noms qui auront couru dans des F1 Ligier pour le coup, comme Jacques Lafitte, René Arnoux, Thierry Boutsen, Didier Pironi, la légende himself Jacques X, Martin Brundle, Johnny Herbert, Olivier Panis, avant-dernier français vainqueur de Grand Prix, avant Pierre Gasly et Esteban Ocon, et encore beaucoup d'autres personnes, vous vous en doutez. Et c'est là où je trouve que Oreca a un peu un statut particulier d'un constructeur de châssis, c'est que Ligier, pour le coup, est plus un constructeur de châssis standard, c'est-à-dire qu'ils ont un catalogue avec les voitures dans leur catalogue, et vous pouvez acheter différentes voitures en fonction de vos besoins. Et dans le catalogue de Ligier, aujourd'hui, on a la Ligier JSP 217, qui est donc la concurrente directe de l'Oreca 07, malheureusement relativement boudée par les équipes, puisque ils préfèrent une Oreca 07. Même si, depuis 2-3 ans, ça a l'air d'aller mieux, mais bon, ils sont toujours pas très convaincants, manifestement. La Ligier JSP 320, qui pour le coup est le châssis phare en LMP3, c'est le plus populaire, c'est celui que les équipes s'arrachent, qui est sorti en 2020 et qui effectue une sorte de domination sur la catégorie, comme quoi, hein, chacun son domaine finalement. La Ligier JSP 4, que j'appelle communément la LMP4, alors c'est pas un nom officiel, mais on va dire que c'est à peu près ça. C'est à mi-chemin entre une GT et un proto, et je pense que c'est une belle transition pour passer des voitures de tourisme au prototype. Et puis elle est éligible quand même à quelques championnats, en dehors des Ligier European Series, hein, qui est le championnat Ligier pour faire rouler leur voiture. La LMP4, ça peut rouler en Ultimate Cup Series par exemple, ça peut rouler en Supercar Challenge en Allemagne, s'il me semble, enfin bref, au 24 heures Series aussi, je crois. Bref, c'est exploitable un minimum, donc c'est relativement pratique quand on transitionnait entre la GT et le proto. La Ligier JS53, qui est un proto CN, qu'on retrouverait typiquement en course de côte par exemple, même si je vous avoue ne jamais en avoir vu en course de côte, ou alors qui peut aussi faire des championnats type Supercar Challenge en Allemagne. Alors j'ai appris, je savais pas, mais j'ai appris que Ligier faisait des monoplaces aussi, dont une F4 et une F3, respectivement la JSF4 et la JSF3, qui sont les voitures officielles de F3 régional. Donc la F3 régionale, c'est une F3 Europe, on va dire ça comme ça, à peu près. Et la JSF4, c'est la voiture qui est utilisée en F4 aux États-Unis. Il y a aussi la Ligier JS2R, qui est une espèce d'hybride entre un GT4 et un TCR. Je saurais pas trop où placer cette voiture-là. Pareil, ça reste quand même éligible à certains championnats en dehors des Ligier European Series. Et ils font des voitures sans permis aussi. C'est très étrange de pouvoir produire une JSP 217 et une voiture sans permis. Mais bon, chacun fait les choix qu'il veut, tant qu'ils arrivent à rentrer des sous pour faire la voiture de course, moi ça me va. En bref, hein, le catalogue est quand même bien plus étoffé qu'Oreca, même si de la même manière qu'Oreca, ils ont quand même un espèce de service de consulting qui se fait du coup plus discret, on les connaît moins pour ça. Comme projet notable où Ligier servirait de consultant, d'exploiteur technique, ça marche là, exploiteur technique? Je ne sais pas. Il y a le projet LMDH de Lamborghini, puisque c'est Ligier qui va concevoir le châssis, mais du coup la voiture sera badgée Lamborghini et pas Ligier, et ne sera pas achetable, en tout cas pas directement. Donc Oreca plus consultant, une voiture au catalogue, Ligier plus gros catalogue, un peu moins de consulting, et on s'en fait un petit dernier, toujours un français, et je risque de vous décevoir, ce sera pas Norma ou Nova Proto, maintenant ça s'appelle Nova Proto, mais on va parler d'un constructeur de châssis français qui se fait un peu plus discret, qui est un peu moins connu du grand public, et ce constructeur, c'est Migal. Migal, c'est un peu le constructeur du fond de la classe, qui parle jamais, on le connaît pas trop, mais le jour où tu lui poses une question et qu'il te répond, il va te faire un 20 sur 20 direct. Pourtant, c'est grâce à Migal que la plupart des pilotes qui sont en F1 aujourd'hui, en fait, ils auraient
pu y être, parce que c'est eux en fait qui sont spécialisés dans la construction de monoplaces pour les formules de promotion. Et pourtant Mygale c'est assez récent, hein. Mygale Concept ça date de 1989. Aujourd'hui c'est eux qui fournissent les monoplaces de pas moins de 9 championnats qu'on va qualifier de promotion, dont l'assez réputé British F4 qui est à mon sens le championnat de F4 avec le niveau le plus élevé qu'on peut trouver en Europe. Et c'est aussi eux qui fournissent la voiture de notre F4 française. Donc l'actuelle voiture de la F4 française c'est la M21 F4 qui est exactement la même monoplace qui a été utilisée pour le Grand Prix Explorer, pour ceux qui ont regardé. Et alors c'est très drôle parce que cette voiture en fait elle embarque un moteur signé Oreca. Quand je vous disais qu'Oreca ils sont partout et on les voit pas, c'était pas une blague. C'est-à-dire qu'on en est à un stade où si on enlève Oreca du sport automobile, je sais même pas si on peut encore faire la course. Mais bon, c'est un autre débat. Il y a aussi l'ancêtre de la M21 et c'est la M14 qui est la voiture que j'ai roulée dans ma vidéo où je fais de la F4. D'ailleurs si vous l'avez pas encore vu, je vais vous le mettre en i quelque part là. Et celle-ci elle embarque un moteur Renault qui pour la petite anecdote est un moteur qu'on peut aussi retrouver dans des Dacia. Voilà, donc on a des Dacia de course en F4. C'est assez rigolo. Et alors ça, je savais pas, et je trouve ça relativement rigolo, ils ont aussi le My Spider. Pour ceux qui connaissent, en fait ça va vous rappeler quelque chose, puisque ce sont les Fun Boost, les fameuses Fun Boost, qui sont utilisés sur le circuit de Magny-Cours, sur le circuit club, exploité majoritairement par LSP, d'ailleurs que je salue, parce que j'aime bien la Fun Boost. Donc en fait mon semblant d'expérience dans le sport automobile, c'est grâce à Mygale, puisque j'ai roulé leur F4 et 2 fois la Fun Boost, donc sans eux, je n'aurais jamais fait de sport automobile. Merci Mygale, c'est très sympa. Et le My Spider, c'est ce qui permet de passer du kart à la voiture de manière plus ou moins safe. On est aussi sur une voiture sans différentiel. Ça se conduit comme un gros kart en vrai finalement. Alors c'est un modèle qui est majoritairement utilisé pour le loisir. Il y a des gens qui ont déjà fait de la course de côte avec des Fun Boost. Alors pas les dernières, celles qui étaient avant celles de maintenant, ça arrive, j'en ai très peu vu, mais ça arrive. Et ce prototype embarque un moteur de Yamaha R1 parce que la conception se veut relativement simple et peu coûteuse pour que justement ce soit accessible. Alors après ils ont encore un cross-car, j'ai pas exactement compris si c'était une voiture qu'ils avaient conçue pour faire un championnat monomodèle ou si c'est un modèle qui répond à des réglementations de type kart cross, autocross, etc. En tout cas c'est là, si vous voulez l'acheter, ça existe. Mais de la même manière que ces deux confrères, Mygale aussi était impliqué dans des projets de conception où du coup c'est pas leur nom qui est mis en avant, comme la Formule BMW, la Formule Ford avec sa forme un peu rigolote, moi j'aime bien la Formule Ford, c'est marrant, et aussi cette chose insolite que certains d'entre vous ont peut-être connue, plutôt les plus anciens que les plus jeunes, mais la Peugeot Spider qui était utilisée dans une espèce de championnat monotype que vous connaissez peut-être si vous suivez Romain Monti, puisque c'est avec ça qu'il a commencé. C'est une voiture Mygale en fait. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Des constructeurs de châssis, on pourra en parler pendant des heures, j'ai pas envie que ça dure ultra longtemps. Si jamais vous voulez un épisode 2 avec des constructeurs de châssis à l'international, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, j'avais envie de parler des constructeurs de châssis, puisqu'on met toujours les pilotes en avant, plus les équipes. C'est des gens qui sont un peu dans l'ombre des gens, donc je voulais apporter la lumière sur ces gens-là. Je trouvais ça relativement intéressant aussi. Parce que sans les constructeurs de châssis, il n'y a pas de sport automobile. Faut dire les choses telles qu'elles sont. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine pour parler d'un autre sujet.